On continue tout de suite avec le débat sur justement les questions de corrélation et de causation. Alors pour ce débat, nous avons là aussi l'immense plaisir d'avoir monsieur Antoine Garapon avec nous. Merci. Et oui, monsieur Garapon a écrit un livre qu'on a tous lu avant cet événement sur la justice digitale. Il n'a pas écrit... Alors, justice digitale, très précisément, révolution graphique et rupture anthropologique. Et c'est un essayiste de renom. Il a écrit sur Bien juger, essai sur le rituel judiciaire, des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Je ne peux pas vous faire la liste de tout ce que Antoine Garapon a écrit. Il est magistrat de formation, docteur en droit. Il a été juge des enfants pendant de nombreuses années avant de rejoindre l'IHEJ, comme secrétaire général en 91. Il dirige, et on le connaît aussi pour ça, il dirige Le Bien commun aux éditions Michalon et a produit et animé l'émission Le Bien commun, renommée Esprit de justice en 2014 sur France Culture. Et depuis 2018, il anime l'émission Matière à penser en alternance avec Dominique Rousset, Patrick Boucheron, René Friedman et Frédéric Worms. Et il est également membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Merci d'être là avec nous et on va parler de votre livre, évidemment. Et pour ce débat, on a avec nous aussi le professeur Emmanuel Gaillard, donc, qui a fondé et dirige le département d'arbitrage international à Sherman & Sterling, dans notre cabinet, qu'il aussi dirige pour ce qui concerne le bureau de Paris. Pour le côté universitaire, je dirais qu'il est professeur agrégé des facultés de droit, enseigne le droit de l'arbitrage à Yale et Harvard, et a écrit lui aussi de nombreux livres qui font autorité dans la matière. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'arbitrage international, je n'en parlerai pas, évidemment, mais peut-être le livre le plus important, c'est Aspect philosophique du droit de l'arbitrage, qui a été traduit dans de très nombreuses langues et qui fait autorité en la matière. Pour une fois, je vais rester en retrait et je vais prendre un peu de repos, et c'est vous qui allez débattre entre vous. Vous avez, monsieur Garapon, un micro. Merci. Merci, Yas. On a décidé avec Antoine que je connais bien depuis longtemps, de diviser la matière en trois segments sur lesquels on s'exprimera tour à tour. D'abord, et vous reconnaîtrez l'inspiration de ce sujet, le premier, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'arbitrage international, peut-être avec un point d'interrogation. Et puis, le deuxième segment, c'est le cœur de notre propos, causalité et corrélation. Et le troisième sera les aspects sociologiques, parce que tout ça a une dimension évidemment technologique, mais aussi des conséquences sociales, et c'est ce dernier aspect que l'on abordera en troisième lieu. Alors, d'abord, sur le premier sujet, je lance le débat, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'arbitrage international. Alors, l'arbitrage international est un sujet particulièrement intéressant, parce que c'est un mauvais exemple peut-être, dans la mesure où, c'est pour ça que ça rend le sujet encore plus intéressant, il y a peu de données, c'est pas les contentieux de la circulation routière ou les contentieux des licenciements. En matière d'investissement où les sentences sont connues, on identifie 1000 affaires, c'est rien du tout, et on connaît 400 sentences. Et donc c'est sur la base de ces 400 sentences qu'on va essayer de raisonner. Donc si vous voulez, le défi est plus grand, ça rend les choses plus intéressantes. Mais à la fois, c'est plus intéressant aussi parce que si on est devant un juge donné, la Cour d'appel de Paris, elle va raisonner d'une certaine manière, on peut essayer de prédire ce qu'elle va dire, mais ça n'a qu'un intérêt pour transiger, ça a un intérêt certain, mais cet intérêt est décuplé quand on est dans l'arbitrage et qu'on va choisir son juge, parce que si je choisis un tel comme président, si je peux prédire ce qu'il va dire, évidemment, ça donne un avantage par rapport à si je choisis l'autre comme président qui, lui, va être plus rigoureux sur la compétence ou plus ceci ou cela. Alors, chaque partie fera ses analyses à l'aide maintenant d'instruments de type intelligence artificielle. Et donc, le sujet, ici, prend un enjeu encore plus grand, même si qui va bien au-delà de l'aide à la transaction. Alors, sur le premier sujet, quelles sont les utilisations en matière d'arbitrage international ? Moi, j'en vois deux, une certaine et une balbutiante. La première qui est certaine, c'est l'assistance au traitement d'une documentation massive.
quand on a une demande de production de documents, on doit chercher la documentation que l'arbitre a ordonnée. Comment on la cherche? Et ça, c'est la production sortante, si vous voulez, la documentation sortante. La documentation, c'est vrai aussi pour la documentation entrante. On a gagné une phase de production de documents. L'adversaire vous inonde pour se venger sous des millions de documents, des millions de documents. Et donc, on a besoin de les traiter. Et là, le traitement de l'information, et là, clairement, l'intelligence artificielle, c'est une vraie intelligence artificielle qui va fonctionner et qui est en vigueur aujourd'hui. Alors nous, on a, à Shearman & Sterling, on a une société dédiée, si vous voulez, qui est externe mais captive, qui ne travaille que pour nous. Et par exemple, récemment, on a reçu dans une affaire 4 millions de pages en réponse à une production de documents. C'était 555 000 documents. Et là, si on le traite à la main, on va prendre des mois. Et à la main, je veux dire, enfin, à la traditionnelle, on va prendre des mois et ça sera très aléatoire. Donc, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à le faire de manière traditionnelle. On apprend à la machine ce qu'on trouve comme pertinent et non pertinent. Et avec des critères qui lui sont propres et qui sont très compliqués, la machine va repérer, une fois qu'elle a son sample suffisant, elle va repérer dans le reste de la documentation ce qui ressemble aux documents pertinents et elle va les mettre au-dessus de la pile. Et donc, ce qui fait que, et là, on constate que la machine sait bien travailler, on le constate en termes d'efficacité, c'est la rentabilité de la recherche, si on peut dire, la rentabilité, c'est-à-dire le nombre de documents pertinents trouvés par heure d'avocat, d'abord va être stagnant. Et puis, d'un seul coup, paf, il va exploser. Et donc, on voit que la machine a bien compris. Elle a bien mis sur le sommet de la pile les documents pertinents. Et ça, c'est un aspect qui est peut-être pas très spectaculaire, mais enfin quand même très intéressant parce que ça va gagner beaucoup d'argent. Et après, il y a une question juridique qui en découle, c'est de savoir, quand on est en production sortante, qu'on a fait sa recherche, à quel moment on a le droit de s'arrêter. Quand on est en train d'examiner les documents de l'autre, on peut s'arrêter quand on veut. Je vais plus dépenser des heures et des heures de recherche parce que je pense que je suis à 95%, 90%. À quand est-ce qu'on peut s'arrêter? Il y a des questions de droit qui se posent, de savoir quand on a le droit de s'arrêter pour répondre à une demande de production de documents qui vous est adressée. Bon. Alors ça, c'est l'utilisation réelle, claire, importante, et économiquement évidemment majeure de l'intelligence artificielle dans l'arbitrage. Il y en a une autre qui est plus fascinante et qui excite davantage les esprits, qui est celle de la prédiction. J'en parlais en introduction. Est-ce qu'on va pouvoir dire, si je nomme Ibrahim Fadlallah comme président, j'ai 3,7% de chances de plus de gagner sur la question de la compétence en matière d'arbitrage investissement par rapport à la solution qui serait, si j'ai Pierre Maillère, lui, la machine me dit qu'il est plus rigoureux sur la compétence et donc j'ai moins de chances de passer la barre de la compétence avec l'un avec l'autre. Alors il y a aujourd'hui des startups qui, c'est balbutiant, mais qui prétendent à ce type de calcul, et à d'autres qui relèvent des relations entre les parties. Ça, c'est plus facile, des relations existantes entre les arbitres, tout ce qu'ils ont fait ensemble. Là, on peut faire des arbres assez mécaniques de toutes les relations qui peuvent nourrir des demandes en récusation. Mais voilà, comment se présente par exemple une start-up de Harvard, où on enseigne tous les ans, avec des gens du MIT qui réfléchissent à ça, mais c'est une petite équipe très jeune, et ils vous disent while the qualitative judgment of experienced lawyers and litigation founders must and will continue to play an important role in the decision making. Merci bien. On va continuer à avoir quelque chose à faire. D'après eux, c'est sympa. An over-reliance on experience in this field has led to unnecessary risk, cost and error. Ça veut dire, demandez pas à Emmanuel Gay, il va se planter. Il faut demander à la machine pour 50 000 euros. Moi, je peux vous faire des prévisions et vous dire qui va être le bon arbitre qu'il vous faut dans cette affaire. Alors, évidemment, c'est un côté un petit peu factice dans la mesure où on raisonne, ils éliminent, quand on déconstruit. Alors, ça paraît important et les clients vont aujourd'hui commencent à acheter ce genre de produit. Quand on déconstruit, on se rend compte qu'il y a des biais fondamentaux. Par exemple, ils éliminent simplement les statistiques à partir de 3. Donc, quand il y a 4 décisions, on peut dire tel arbitre qui a rendu 4 décisions. Dans 75% des cas, ça a l'air scientifique. Ça veut dire que dans 3 cas sur 4, mais ils disent pas 3 cas sur 4, ils disent 75% des cas a accepté la compétence.
Et alors, tel autre arbitre qui lui aurait rendu 5 décisions, ça sera, et s'il a accepté 4 fois la compétence, ça va être dans 80% des cas, donc on fait l'écart entre 75 et 80, on vous dit la chance, mais on vous dit que le résultat, ça fait scientifique, donc avec un tel, j'ai plus de chances d'avoir la compétence que d'autres. Ce que ça, le biais, on va tous devoir apprendre à traiter ce genre de data et à les comprendre et à les déconstruire. Parce que dans cet exemple un peu infantile que j'ai pris entre 5 affaires et 4 affaires, ce que ça ne prend pas en compte, c'est évident, ça saute aux yeux, c'est la difficulté du dossier. Alors on pourrait dire, et là c'est pour le plaisir de faire une formule, on pourrait dire qu'ici la variable, c'est pas l'arbitre, c'est pas un tel ou un tel, la variable c'est la difficulté du dossier, c'est la difficulté de la question de compétence qui était la question sur laquelle on s'amuse à faire des statistiques. Parce que si c'était simplement une vente de poulet, c'est pas un investissement, ça c'est facile. On dit non. Si c'est des cas très difficiles, là, ça ne pondère pas. Et demain, après-demain, demain, la machine va avoir la prétention, il faut qu'on aille vers ça, et eux, ils vont comprendre ça s'ils veulent être sur le marché et se mettre en bourse comme c'est leur aspiration. Dans quelques années, il faudra qu'ils aient des pondérations sur la difficulté du dossier, parce que sinon, ça ne veut rien dire. En comparant des dossiers faciles sur la compétence et des dossiers difficiles sur la compétence, on a des résultats qui sont complètement aléatoires. Donc voilà le premier sujet sur lequel nous voulions exciter votre attention. Oui, moi je réagis en tant que juge et sur des contentieux plus ordinaires ou plus massifs. Je crois, tu disais qu'il y avait cette facilité finalement d'accès à une documentation pertinente. Et nous, on s'intéresse à l'IHEJ, on s'intéresse à ce que ça change en termes cognitifs. C'est-à-dire que on n'aborde pas un dossier de la même manière si on rentre dedans par mots-clés que si on rentre dedans par le récit. Et on est en train de faire ça sur les dossiers pénaux. Il y a une technique pour les juristes, les juges ou les avocats pénalistes. Dans un dossier pénal, on rentre traditionnellement en lisant le PV de synthèse de transmission de la procédure pénale, de la procédure initiale. Et donc, on part d'une histoire. On se raconte une histoire, et en fonction de cette histoire, on va en amont et en aval pour savoir ce qu'a apporté les preuves les uns les autres ou démontrer. Bon. Et en fait, on a une approche narrative du dossier. Et on juge en fonction de cette histoire qu'on s'est racontée. Au point de vue cognitif, quand on rentre par mots-clés, et on peut rentrer par mots-clés, on travaille avec la police sur les procédures pénales digital native, c'est-à-dire qui n'auront aucune existence matérielle. Bon. Eh bien, la tendance est de rentrer par mots-clés, on cherche les éléments constitutifs. Boum, ça marche. J'ai ça. Est-ce qu'il y a bien le taux d'alcoolémie? Oui, je l'ai, impeccable, etc. Et ça correspond tout à fait d'ailleurs à l'esprit du numérique, à cette culture numérique. Et le numérique, ça marche par matching. Hein, c'est des matchmakers. Hein, on cherche ce qui correspond. Et c'est une nouvelle approche. C'est une nouvelle approche cognitive d'un dossier. Et qui ne sera pas sans conséquence. Alors, il y a une autre chose qu'on fait à l'IHEJ en ce moment, qui est passionnante et qui montre le degré de profondeur de ce qui se passe, de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est dans un tout autre domaine, c'est le domaine des crimes de guerre. Vous savez que la guerre en Syrie est la guerre, dans l'histoire de l'humanité, première qui a été autant filmée. Elle a été filmée par tout le monde, elle a été filmée par les différentes armées impliquées, elle a été aussi beaucoup filmée par les militants, et qui ont réuni près d'1 million de vidéos. Alors, comment est-ce qu'on va exploiter en preuve devant un éventuel procès pénal international pour crimes de guerre ces images? Alors, c'est tout à fait saisissant. Des images, vous pouvez avoir la reconstitution d'un vol complet avec le vol et la vision en dessous des gens qui se sont fait bombarder, un certain nombre de gens. Et puis, par l'interopérabilité, vous avez des ONG d'ailleurs qui font, à partir d'un numéro de missile, vous reconstituent toute l'histoire de missile. Bref, on a une abondance de preuves énormes qu'on ne sait pas encore exploiter. Et s'il y a en fait 2 ou 3 entreprises au monde qui ont la mémoire intégrale des crimes de guerre commis en Syrie, sont les GAFA, et qui sont les seuls pour l'instant à avoir les instruments capables de
taguer et d'interpréter, et de classer. Alors oui, c'est un changement dans un domaine tout à fait différent, et on va retrouver la reconnaissance optique, et non plus. Et c'est ce que je prends cet exemple parce que on sous-estime l'importance, la révolution que représente l'optical character recognition, qui est déjà quelque chose, et la prochaine révolution qui va venir, c'est la reconnaissance des images et toutes les questions probatoires qui vont être soulevées par les images. Donc, on reviendra peut-être sur ces sujets avec les questions. J'aborde pour l'instant le deuxième. Le deuxième, c'est le cœur du sujet, c'est ce dont on a déjà parlé. Tous les intervenants ont signalé cette difficulté. C'est la différence entre causalité et corrélation. La causalité, c'est juridique. La corrélation, c'est l'intelligence artificielle, et c'est pas la même chose. Et le grand danger, c'est de confondre les deux. Et quand on pense à ce sujet, moi, je pense toujours à mon prof. Quand j'avais 14 ans, mon prof d'histoire géo qui s'appelait Bamban. Bamban, c'est un surnom, évidemment, il ne s'appelait pas Bamban, mais tout le monde l'appelait Bamban. Et c'est un prof d'histoire géo qui aimait dire que depuis la dernière fois qu'il est allé en Italie, la population a doublé. Alors évidemment, les collégiens s'esclaffaient parce qu'ils y voyaient de la causalité, là où il n'y avait que de la corrélation, et peut-être même que de la coïncidence. Et donc, la différence entre causalité et corrélation, pour moi, c'est Bamban. Depuis que je suis allé en Italie, la population a doublé. Alors, sur le plan juridique, évidemment, on comprend bien la différence. L'intelligence artificielle va nous donner beaucoup de corrélations. Et l'intelligence humaine et l'intelligence juridique va consister à savoir si on est dans une fausse... on en a vu d'autres exemples tout à l'heure. Si on est dans une fausse causalité, c'est simplement un hasard où ça a des courbes qui ont l'air de prendre le même chemin, mais par hasard, ou s'il y a une vraie corrélation. Et donc, on peut dire par une formule que la science juridique combat la corrélation, ou plus exactement, la science juridique va consister à regarder les corrélations, à voir si elles correspondent à une causalité. Quand on fait des analyses statistiques, le taux de, je ne sais pas, les dommages d'intérêt élevés pour une vitesse élevée en matière d'accident de la circulation routière, peut-être qu'il y a une corrélation. Elle va nous dire que la règle de droit n'est pas appliquée, puisque la règle de droit, c'est que l'intensité de la faute n'est pas une condition. On répare le dommage non pas en fonction de l'intensité de la faute, mais en fonction du dommage. Peut-être que la corrélation va nous dire que ça marche autrement. Mais peut-être qu'il y a d'autres explications. Donc là, tout le travail du juriste va consister à démêler la corrélation. Simplement, c'est pas inintéressant. Bon, d'accord, ça marche pas. Nous, on fait de la causalité, on veut pas savoir la corrélation. Non, parce que la corrélation et l'intelligence artificielle va nous apporter quelque chose qui est fondamental et qui va bouleverser fondamentalement notre réflexion. Et ça va au-delà de l'arbitrage. C'est le fond du droit dans tous les sujets. C'est que ça va nous proposer toute une série de corrélations. Et il faudra démêler ces corrélations et voir s'il n'y a pas de la causalité. Et alors, ça peut... donc le travail du juriste va être là. Ça va nourrir la réflexion de la même façon que de manière plus simple, les bases de données des années 70-80 ont commencé à nourrir notre réflexion de manière plus intense que simplement les recueils de jurisprudence. Dans les années 90, Internet a multiplié les possibilités de recherche, donc on a pu d'un seul coup rechercher beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement. Et là, ça va à nouveau être un troisième palier. Les années 2020 vont nous donner des équations plus complexes, des corrélations multiples, un accès à la connaissance mondiale presque immédiat, et toutes sortes de matières qu'il nous appartiendra de démêler et qui vont stimuler notre réflexion. Et donc, il ne faut pas dire que ça n'aura pas d'importance. Simplement, il ne faut pas confondre causalité et corrélation. Il faut savoir démêler de la corrélation ce qui est une vraie causalité dans l'application de la règle de droit. Donc, ça va bouleverser notre métier. Ça sera effectivement positif et intéressant, mais il faut rester vigilant.
Il y a un célèbre article de Chris Anderson dans Wired qui était au début il y a une dizaine d'années, je crois, peut-être un peu plus, disant la quantité de données extraordinaires qu'on va avoir va rendre toute hypothèse scientifique inutile, comme si la vérité allait apparaître directement de la corrélation. Ce qui me semble une très grande naïveté. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de débats parce que pour partir, on pourrait raisonner, il y a de causalité que dans le monde physique, de vraies causalités dans le monde physique, c'est-à-dire que la température à 100 degrés transforme l'eau en vapeur. Bon, très bien, ça c'est une causalité, c'est la température qui provoque cette modification de l'hydrogène. Alors, en sociologie, il y a aussi ce qu'on connaît, il y a les variations concomitantes. Les gens se suicident plus, la célèbre étude de Durkheim se suicide plus en hiver ou à telle heure de la journée. Pourquoi ? Et là, la variation concomitante nous oblige à trouver une explication. Et c'est très intéressant, parce que la sociologie va dire, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas un rapport avec la lumière ? Et la lumière, c'est des effets médicaux, etc., sur la dépression. Bref, on a une variation. Et ce que nous donne le numérique, c'est uniquement des corrélations dans un univers de signes abstraits. Ça ne peut pas avoir ça ne peut pas se substituer à la causalité juridique. Mais qu'est-ce que c'est que la causalité juridique ? C'est une causalité qui est liée à la volonté politique, finalement à la conscience commune, à la volonté commune. Et je vais prendre tout de suite un exemple parce qu'il me semble que ma position, c'est de dire les corrélations quand elles sont bien faites, sont très intéressantes pour les juges. Elles sont très intéressantes parce que ça pose la question de mais qu'est-ce que c'est que la causalité qui nous fait juger de cette manière-là ? Je parle pour les magistrats. Et je crois que c'est toi, Jacques, qui avais fait cette étude sur les juges aux affaires matrimoniaux qui montrait quelque chose de très intéressant. Elle montrait dans les années, c'était 2010 ou un peu après, que les magistrats français surindemnisaient l'adultère. Dans un dossier de divorce, la prestation compensatoire était un peu majorée par corrélation uniquement. C'était mis en évidence par la corrélation et qu'il y avait une sorte de récompense ou de prime pour la victime d'adultère dans un couple, alors que l'adultère n'est plus une cause présomptive de divorce depuis la loi de 75. Alors, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet de se poser des questions. Ça augmente le niveau de conscience. Dans le fond, aucune autre technique n'aurait permis de montrer cette corrélation entre l'adultère, sauf que l'adultère de plus en plus maintenant c'est fondu dans un dossier de divorce. Et ça veut dire que, alors d'abord les juges peuvent se poser la question pourquoi est-ce qu'on a plus surindemnisé l'adultère ? Est-ce que c'est par paresse ? Est-ce que c'est par sentiment moral ? Ou est-ce que c'est ce que le doyen Carbonnier nous apprenait quand on était ensemble à la fac ? Il avait appris quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en fait, les juges continuent d'appliquer les lois quand elles ont changé. Parce qu'ils ont des habitudes mentales, ils ont ces fameux économiseurs d'énergie qui fait qu'ils ont une manière de juger. Et quand on fait du divorce toute la journée, bon. Alors, voilà, la corrélation peut élever le niveau de conscience des juges et peut se poser la question de la causalité. Quelle est la causalité d'un jugement de divorce ? C'est la loi. Et donc, c'est les intentions telles qu'exprimées par le législateur dans l'exposé des motifs et telles que discutées collectivement par la jurisprudence. Donc, je ne rejette absolument pas tous les apports que peuvent apporter le numérique, à condition, bien sûr, que ça soit sérieusement fait, et à condition que ça puisse... Finalement, ça augmente, ça met une couche de savoir supplémentaire pour la justice. Alors le troisième point dont on voulait discuter, et là j'aimerais vraiment avoir ta réaction, Antoine, c'est les aspects sociologiques, c'est-à-dire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas à l'aspect technique, le fait que ça existe. Si des acteurs considèrent que c'est sérieux, ils vont modifier leur comportement en fonction de la croyance qu'ils accordent à l'existence de la puissance de la machine.
Et ces conséquences sociologiques seront fondamentales et majeures. Moi, j'en vois 4, mais là-dessus, j'aimerais que tu me dises ton sentiment. Les 4, c'est d'abord, on pense tout de suite au risque de conformisme juridique. C'est-à-dire, puisque la machine part des hypothèses du passé, elle va vous faire des prédictions prétendues sur la base du passé. Donc, est-ce que ça ne va pas être un facteur fort de conformisme ? Bien sûr, il y a ce risque qui vient immédiatement à l'esprit, mais il y a aussi des forces contraires. La machine a une puissance telle qu'elle va aller chercher des décisions qui passaient à la trappe dans l'ancien système où on ne connaissait pas tout. Maintenant, on peut avoir des décisions minoritaires qui sont repérées et qui sont suffisamment significatives pour que la machine vous les propose comme une alternative à la solution dominante. Et donc, ça peut élever ce que tu disais, Antoine, il y a une seconde, ça peut élever le niveau de conscience sur le débat et proposer des solutions alternatives. Il y a un courant minoritaire identifié qui était trop rare pour être identifié, mais que la machine peut savoir identifier. Donc ça, il y a des forces contraires, il y a un conservatisme peut-être inhérent à la méthode, mais pas forcément seulement. Le deuxième, auquel je crois plus, c'est, alors là, propre au domaine de l'arbitrage, mais on peut peut-être transposer à d'autres domaines, mais dans l'arbitrage, un facteur supplémentaire de conservatisme dans l'utilisation des acteurs, et notamment des arbitres. Si la machine vous donne des statistiques sur les grands acteurs de l'arbitrage au plan mondial, chaque partie, en se trompant d'ailleurs, en pensant pas à la même chose et en faisant des statistiques différentes, va vous dire, moi j'ai intérêt à avoir un tel comme président, et moi j'ai intérêt à avoir quelqu'un d'autre, et sur un malentendu on s'accorde parce qu'on pense pas à la même chose, on n'a pas forcément les mêmes aspirations. Moi, je pense que je vais gagner, donc je veux quelqu'un qui a la main lourde sur les dommages-intérêts. Et moi, je pense qu'il y a un gros problème de compétence, donc je veux surtout quelqu'un qui passe la barre de la compétence. Donc, on va avoir ce genre de... Mais on aura des statistiques. Donc, vous aurez derrière, quand vous ferez vos décisions, vous savez, c'est vendu aujourd'hui sur le marché, quelqu'un qui vous dit, moi, je vous fais une étude... en vous disant qui, sur les 50 possibles, qui va vous faire gagner sur tel ou tel point. On a vu la faiblesse de la base scientifique de cette analyse en l'état de la pauvreté des données aujourd'hui et de l'absence de prise en compte de la difficulté des dossiers précédents. Mais le fait que les clients l'achètent, acceptent de prendre ce paramètre, est en soi un phénomène sociologique important. Et ce phénomène sociologique va aller vers le conservatisme. Parce que quand on aura des statistiques sur un tel, et puis il y a un nouvel entrant qu'on pourrait peut-être essayer de nommer, c'est un très bon professeur de droit qui est remarquable, vient d'écrire un très bon bouquin, etc. Et le client vous dira, mais alors statistiquement, sur la question de la compétence, j'ai combien de chances de gagner de plus ou de moins que par rapport à nommer Albert-Jan van Helberg? Ah ben, on ne sait pas parce que la machine n'a pas de données. Ah ben non, j'en veux pas. Non, je veux des données, je veux quand même faire un choix scientifique sérieux. Donc la prétention de la machine à pouvoir permettre des choix plus éclairés va avoir sociologiquement un impact conservateur et de confort des positions dominantes. La troisième question, le troisième impact qui me tient à cœur, c'est l'impact sur la place du droit civil dans le monde. 2 tiers des États sont des États de tradition civiliste, 1 tiers seulement de tradition de common law. Simplement, les machines qui vont vous sortir des statistiques sont gourmandes. Les machines vont prendre des arrêts et dans l'utilisation de ces arrêts, dès lors qu'on sort d'un spectre donné de la jurisprudence de telle juridiction, quand on veut chercher un peu en droit comparé, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on n'a rien dans son propre droit, on va aller le chercher à l'étranger. Cette espèce d'analyse de droit comparé que la machine vous donnera très facilement et très fortement va surdimensionner les décisions de common law. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus longues, la machine est friande de textes longs, ces décisions s'autocitent et citent les propres précédents, et le nombre de citations, on l'a vu tout à l'heure, est un des facteurs de valorisation d'une décision. Donc des décisions qui citent les précédents vont être surdimensionnées. La méthode de rédaction des jugements de common law va être plus
citer que les jugements plus courts, plus secs, sans autocitation, des juridictions de civilo. Et ça sera par exemple le cas quand on se pose la question des fameuses cours internationales ou juridictions internationales dans différents pays. Si on s'amuse à regarder la jurisprudence de ces décisions, et ça existera, on va surdimensionner, à mon avis, des décisions de common law. Et le quatrième facteur, c'est un facteur peut-être d'alourdissement des procédures. Je crois que l'IA va pas ôter le pain de la bouche des avocats. Je crois qu'il va aussi en créer beaucoup. On aura des contentieux de nature nouvelle. Et les arbitres devront non pas être capables de déconstruire un algorithme, parce que ça c'est très difficile et ils ne sauront pas le faire, mais de comprendre les biais possibles qui peuvent caractériser les algorithmes. De la même manière que dans les 10-20 dernières années, les arbitres ont appris à ne pas se laisser bluffer par un expert économique qui dit « Attendez, c'est un DCF, là, le chiffre il est bon, c'est un DCF ». Bon, il y a 20 ans ça pouvait marcher, c'est un DCF, alors bon, il faut que j'accepte le chiffre. Bon, maintenant on dit « Non, mais quel est le taux que vous avez pris ?» Il y a toute une série de facteurs qui peuvent faire varier les choses, et les arbitres ont appris à cette sophistication. Aujourd'hui, l'effet de bluff va être fort dans les années qui viennent et ensuite moins fort parce que les arbitres auront appris à comprendre non pas les algorithmes, mais les paramètres qui sont dedans. Et de la même façon que je sais pas, le facteur risque ou de tel et tel facteur peut être pris dans la construction d'un préjudice qui paraît très scientifique, très sophistiqué, mais en réalité, il y a quelques variables qui vont être essentielles et les arbitres devront être plus sophistiqués. Et un exemple que je vous donne, qui est un exemple récent, qui va être jugé le 18 février, vous pouvez prier pour nous, s'il vous plaît, dans l'affaire Yukos, on a vu une partie, la Russie, qui a des fonds illimités, critiquer la sentence au motif, et ça c'est une utilisation de l'intelligence artificielle, ou avec des guillemets intelligence, au motif que la sentence n'aurait pas été rédigée. Je vous prouve scientifiquement que la sentence n'a pas été rédigée par le tribunal arbitral, elle a été rédigée par l'assistant du tribunal arbitral. Alors je donne à la machine les écrits précédents des 3 membres du tribunal arbitral, et la machine me dit « Ah non, c'est aucun des 3 qui a rédigé, c'est le secrétaire du tribunal arbitral, dont j'ai aussi nourri la machine de ses écrits. » Et ça, c'est vraiment le style caractéristique de l'assistant au tribunal arbitral. Alors ça peut être complètement fantaisiste, et ça l'est, puisque ça consiste à dire que le président, lui, il a rédigé que les faits et la procédure. Et la décision, c'est rédigé par le tribunal. On peut attaquer on peut prendre la défense sous cet angle-là, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que dans une affaire aux enjeux très importants, on peut se dispenser de prendre son propre expert qui dit mais non, tout ça est complètement faux, en réalité on voit bien que c'est bien le style du président, etc. Donc on aura un débat, un contentieux qui sera nourri de demandes de production de documents sur les algorithmes, et sur la technique utilisée par l'expert. Donc on aura tout un nouveau domaine qui va peut-être alourdir les contentieux, mais dont on ne fera pas l'économie dans les années à venir. Donc il y aura, pour moi, ces 4 facteurs au minimum, peut-être d'autres. Oui, moi, très vite, parce qu'il y avait énormément de choses dans ce que tu as dit. Contrairement à ce que dit Schwab et qui a été rappelé dans la séance précédente, je ne crois pas que le numérique soit la 4e révolution industrielle. C'est beaucoup plus profond. C'est une révolution graphique. C'est le sens du travail qu'on a fait avec Jean Lassègue. Une révolution graphique, ça veut dire que c'est une nouvelle écriture. C'est une nouvelle écriture qui va bouleverser profondément notre univers. La causalité juridique, c'est une causalité qui s'exprime dans un langage clair, qu'on est tous capables de lire, de comprendre, d'argumenter, de débattre autour de ce que nous pouvions lire. Alors que cette nouvelle écriture, elle est illisible. Il n'y a pas un cerveau humain qui est capable de comprendre tout le processus de part en part. Et elle génère une nouvelle classe de scribes. De scribe, c'est au sens égyptien du terme, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui peuvent la manipuler, et elle nous rend tous, nous autres juristes traditionnels, analphabètes. Et donc, elle réintroduit un rapport de force
qu'on a beaucoup de mal à comprendre, toujours aujourd'hui. Un chercheur de l'IHEJ il termine sa thèse et il m'expliquait que les États-Unis ont vendu du matériel sophistiqué au Pakistan, dont les Pakistanais ne peuvent pas se servir. Ils ont besoin des mises à jour permanentes des États-Unis. Et lorsque le Pakistan a fait des options stratégiques qui ne convenaient pas au département d'État, on a pu donner les mises à jour. Donc matériel inexploitable. Et donc, alors c'est intéressant d'un point de vue juridique, parce que ça veut dire qu'il y a une paralysie. Bien sûr, il y a une maîtrise des relations en matière des militaires, stratégiques. Ça veut dire aussi que c'était une manière de squeezer les engagements de l'OTAN vis-à-vis d'autres traités internationaux. Et en plus, les États-Unis au beau jeu de dire, nous n'y sommes pour rien. C'est pas nous, c'est Halliburton, c'est je sais pas quoi, c'est tel. Alors, c'est extrêmement profond parce que le numérique n'est pas une nouvelle dimension de l'espace, c'est une suppression de l'espace. C'est complètement différent. Et les gens qui arrivent à le comprendre avant les autres ont un avantage compétitif certain. Donc le rapport de force est profondément modifié. Dans ton affaire Yukos, c'est le rapport de force, c'est un coup de bluff. Et finalement, il n'y a pas grand nombre de gens au monde qui vont être capables de dire non, ce logiciel est bidon parce que techniquement, l'algorithme, ceci, cela. Il n'y a pas grand monde. Donc, en tant que juriste, ma manière de qualifier notre situation serait de dire le numérique introduit quelque chose de l'ordre de l'état de nature dans l'état de droit. Et il faut qu'on se batte pour domestiquer en quelque sorte ces nouvelles forces sauvages ou ce rapport de force. Et je vois le sous-titre de notre rencontre d'aujourd'hui, Leveling the Playing Field, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut que le procès, il faut que le droit remette les gens à armes égales dans l'espace du procès. C'est le cœur même de ce qu'est le droit et ce que le cœur même de la comment dirais-je, de l'état de droit, qui est de désarmer le rapport de force en nature pour le réarmer par la symbolisation que peut en faire le droit. Et donc, c'est un enjeu majeur. Deux dernières précisions. Oui, la common law a cet avantage, c'est que, si vous voulez, le truc du numérique, c'est que de la même manière qu'une machine ne raisonne pas, elle calcule de manière plus ou moins sophistiquée. L'idée, c'est de transformer tous les jugements en calcul. C'est le classement de Shanghai. Moi, je suis capable d'évaluer des étudiants en médecine, en néphrologie, auxquels je ne connais absolument rien, parce qu'avec le QCM, je manie le QCM, et je vais pouvoir faire le calcul qui me dira s'ils ont réussi l'examen ou pas. Et donc, aujourd'hui, on va retrouver ça toujours, la notation, c'est on ne s'intéresse plus à la qualité juridique, intellectuelle, à l'intelligence d'Emmanuel Gaillard, on va rechercher son scoring. Et on va retrouver ça dans tous les domaines du droit. Alors, c'est une dénaturation de ce que c'est un jugement. Comment s'en sortir ? Ça sera mon dernier mot. Il me semble, les avocats ont souffert de l'arrivée du numérique. Ils en ont souffert parce que le numérique est arrivé de manière procyclique avec la crise de 2008. Et on constate qu'ils ont perdu près de 25% aux États-Unis d'effectifs, qu'ils ont récupéré. Mais dans cette récupération, ils l'ont partagé avec des ingénieurs. Et ça me semble extrêmement significatif. C'est-à-dire qu'il me semble que l'avenir pour nous autres juristes, c'est de travailler avec des mathématiciens. C'est-à-dire qu'on ne s'en sortira pas tout seul en prétendant imposer la supériorité des règles du droit et du droit naturel. On le fera, non, on ne va pas désinventer Internet, ça c'est pas possible. Par contre, c'est par un travail resserré à l'intérieur des grands cabinets, à l'intérieur des ministères, à l'intérieur des instituts de recherche, à tous les niveaux. C'est par ce travail et cette explication mutuelle qui est longue, qui est parfois périlleuse, comme le rappelait Jacques à l'instant, pour comprendre comment raisonnent les juges. C'est pas de la logique mathématique. Ça c'est pas un calcul, c'est un jugement. Et donc c'est pour moi là la solution. C'est l'avenir est à un travail en commun. Plus que rapproché, c'est véritablement dans l'organisation conjointe de la justice de demain.
infiniment. Merci beaucoup.